Le bloc numéro 3 est consacré aux universités, capital humain et économie du savoir. Ce n'est qu'une causerie, donc nous ne serons que deux. Et je serai accompagné ici de mon directeur de mémoire. Ça remonte longtemps, hein, Robert? Mon voisin de bureau à la création du Cyrano. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc, je serai accompagné de Monsieur Robert Lacroix, fellow du Cyrano, PDG fondateur du Cyrano, économiste, et puis ensuite, vous devinez toute une série de prix, dont l'Ordre du Canada, l'Ordre du Québec, Grand Montréalais aussi. Robert est au Cyrano depuis donc sa création, depuis 25 ans. Il a fait une petite intérim où il a pris une longue sabbatique de 7 ans, où il a été recteur de l'Université de Montréal, petit job, et puis il est de retour avec nous. Donc, on va parler donc de ces 3 sujets. Robert, je vais commencer un peu par... je sais que tu t'es toujours intéressé au marché du travail, parce qu'on a travaillé ensemble. J'étais ton assistant de recherche à l'époque. La première phase où tu as bâti le Cyrano, c'était ce sur quoi tu as travaillé. Puis je pense qu'il y a des sujets intéressants que tu voudrais nous partager sur ce qui a été fait donc dans ces 5 premières années quand tu étais au Cyrano comme PDG. Oui. En fait, oui. Je veux dire, avant la création du Cyrano, j'ai travaillé beaucoup en économie du travail, sur la détermination des salaires. Et comme avec Claude et Marcel, où on avait passé un temps au Conseil économique du Canada, j'avais mené une étude avec Jean-Michel Cousineau sur la détermination des salaires dans les secteurs privés et publics. Ce qui inquiétait beaucoup les gens à cette époque-là, parce qu'on croyait que le secteur public alimentait beaucoup l'inflation. Et donc, ça a été une longue étude qui a été publiée par le Conseil économique du Canada. Et par la suite, beaucoup de sous-produits de cela, dont toi, tu as travaillé sur certains aspects oui. De cette problématique, de la détermination des salaires. Et quand je suis arrivé au Cyrano, évidemment, autant Marcel que moi, on avait d'abord l'énorme tâche de faire lever le Cyrano. Après la fête, où on nous avait donné la subvention pour 5 ans, mais encore fallait-il créer ce centre, le mettre en place, recruter des chercheurs, démarrer, et nous-mêmes s'insérer dans cette approche Cyrano. Et par une chance inouïe, dans le fond, un de nos partenaires, qui était Bell Canada, qui était un des 3 premiers partenaires, dans le fond, lors de la création du Cyrano. Bell Canada avait mis sur pied une politique du partage de l'emploi, du partage du travail. Parce qu'à l'époque, le taux de chômage était assez élevé. Écoute, et là, évidemment, Bell avait fait ça, mais en ramassant des données incroyables, dans le fond. C'est ceux qui acceptaient pas. Pourquoi ils acceptaient? Ils acceptaient-tu? Ils étaient-tu contents? Ils étaient pas contents? Après, là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Claude Montmarquette et Bruce Scherer avaient commencé à travailler, d'ailleurs, sur cela, dans un projet avec Bell. Et ça m'intéressait beaucoup. Cette problématique-là. Et elle était intéressante aussi au Québec parce que la France était embarquée dans cette problématique-là. La France, ça, c'est l'autre côté de l'Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique. Ils ont pas le Cyrano, là-bas, il paraît. Évidemment, ça transpirait ici. On était à l'époque où Lucien Bouchard était devenu premier ministre après un référendum qui avait blessé probablement beaucoup de gens dans la province. Le taux de chômage était très élevé. Et l'entendement, dans une partie de la population, c'est qu'on ne créerait plus d'emplois. Il n'y aurait plus d'emplois créés. Donc, ce qu'il fallait, c'est partager les emplois existants le plus possible et que c'était la seule façon
de pouvoir arriver à des taux de chômage qui, au lieu d'être de 14%, pourraient peut-être se réduire à 10, à 8, à 7. Et beaucoup de gens croyaient qu'il n'y aurait plus de création d'emplois. En d'autres mots, les gens croyaient que la croissance était terminée, dans le fond. Et donc, voyant que la France avait mis ça sur pied, des conseillers du gouvernement de l'époque, de Lucien Bouchard de l'époque, du premier ministre, lui avaient dit, écoutez, ça serait un projet absolument incroyable au Québec. Là. Tu sais, je veux dire, pour redonner confiance au Québec, relancer, pourquoi n'annonçons-nous pas, nous, un programme, un vaste programme de partage de l'emploi pour réduire le chômage au Québec. Alors, moi, j'avais travaillé sur ça. Claude, avec Bruce Scherer, avait déjà déblayé tout l'aspect économétrique de ça. Et j'ai commencé à travailler, montrer un peu la multidisciplinarité de Cyrano. Et il y avait à ce moment-là Michael Oberman, qu'on avait engagé d'ailleurs sur un poste Cyrano, incroyable, qui était au département d'histoire de l'Université de Montréal et qui était un historien économique. Et on a commencé à travailler sur cet aspect-là. Vous avez travaillé là-dessus après avoir rencontré Bouchard? Non. Avant. On travaillait sur cela avant, on a sorti un petit document. Par la suite, une monographie d'ailleurs a été, je pense que ça a été la première monographie Cyrano sur le partage de l'emploi. Une monographie est sortie, mais évidemment, ça se savait là qu'on travaillait, que le Cyrano travaillait sur cela. Et à un moment donné, j'ai un coup de téléphone du cabinet du premier ministre. Et c'était Jean-François Lisée qui disait, ben écoute, là, nous on croit à cela. Il semblerait que, M. Lacroix, les recherches Cyrano vont aller contre cela. J'aimerais donc avoir une rencontre avec vous et Oberman au cabinet du premier ministre. Bon, j'ai dit, pas de problème. J'ai dit, on va vous dire où on en est rendu, qu'est-ce qu'on a fait. Et effectivement, c'était un après-midi très long, puisqu'il y avait 5-6 personnes là, alentour de la table. J'étais là avec Michael, et Michael était un peu timide, c'était un jeune prof, il ne parlait pas beaucoup. J'ai pris avec la pôle continuellement, pour essayer de leur dire, écoute, là, tout ce qu'on a fait nous dit qu'il faut pas s'en aller dans ça. On pourrait vous donner des tonnes de raisons et on leur en donnait, mais de toute façon, dites-vous une chose, c'est qu'une monographie est en préparation, puis elle va sortir, et nous allons effectivement dénoncer une politique qui ira en ce sens-là. Alors, ça a été, la réunion a terminé comme ça, je me disais, c'est un peu malheureux parce que le gouvernement a financé Cyrano. Mais effectivement, on a abandonné cette idée-là au niveau du gouvernement. Donc, des fois, c'est pas juste d'influencer les politiques, mais c'est peut-être aussi de permettre d'éviter des erreurs, en d'autres mots, qui auraient pu être commises sous une anticipation de croissance qui n'existe plus. Alors, on le voit maintenant. Je veux dire, tout le monde dit, on cherche du monde pour remplir les emplois. Et je veux dire, le taux de chômage baisse et tout, il a baissé par la suite aussi. Donc, ça a été, je veux dire, un premier projet Cyrano sur lequel j'ai travaillé. Mais dans le fond, dans ma première vie au Cyrano, cette première vie-là n'a duré que 4 ans, dans le fond. Après ça, j'ai été occupé un petit emploi à l'Université de Montréal pendant 7 ans et je suis revenu, en d'autres mots, en 2005-2006 au Cyrano, mais durant ces 4 premières années-là, donc c'est ce qui nous avait pris, en plus de construire le Cyrano, c'est ce qui nous avait grandement préoccupé et qui résultait aussi du travail avec les données d'un partenaire, ce qui était aussi assez, parce qu'on disait au début du Cyrano, aussi les partenaires privés ou publics peuvent nous fournir des données inédites, ça va aider beaucoup dans l'avancement de la recherche appliquée. Alors, c'était un premier cas où Bell, tu sais, je pense qu'il y avait 6000, Claude, t'appelles-tu, la population était de 6000 questionnaires qui avaient été remplis, des choses. Donc, c'était vraiment remarquable. Je me souviens aussi au début, puis Bernard Fortin avait travaillé là, sur les incitations au travail, la participation au travail en fonction de l'aide sociale. Peut-être que Bernard pourra en parler un peu plus tard.
Mais là, je vais faire un saut dans le temps. Peut-être que vous avez déjà vu le Québec économique. Ça, c'est toujours bon de se promener avec ça dans le métro. Ça fait très simple. Donc, éducation et capital humain. Donc, ça, c'est le numéro 7 parce que c'est le thème, on veut en parler. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites au Cyrano sur le domaine du capital humain et de l'éducation. Oui, en fait, quand je suis revenu au Cyrano, j'ai travaillé vraiment avec des collègues. Et là, encore là, dans un aspect multidisciplinaire, je travaillais avec Michel Trahan, qui était spécialiste de l'éducation. On a travaillé beaucoup. Et après ça, avec Louis Maheu, qui est un sociologue. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce que Lacroix et Maheu peuvent faire ensemble. C'est pas possible. Ceux qui nous connaissaient à l'Université de Montréal, ben, on a travaillé ensemble et on a sorti des choses. Mais sur la performance des universités. Sur le thème des universités, sur le thème des frais de scolarité, sur le financement universitaire, sur la qualité des universités, sur les rankings universitaires. D'ailleurs, on a sorti des papiers Cyrano sur toute la question du financement des universités et des frais de scolarité. Et il y a un rapport Bourgogne plus récent par Michel Potvin puis Exactement. Castro, qui est à peu près sur le même thème. Qui était dans la même c'est une notion qui est revenue souvent, c'est la modulation des frais de scolarité puis la modulation du repaiement des dettes, des dettes des étudiants. Sur lequel Claude avait travaillé. Mais quand je suis revenu au Cyrano, évidemment, ce retour au capital humain, à la recherche, au développement, à l'innovation, pour moi, c'était un retour un peu naturel. Parce que ma thèse de doctorat m'avait porté, effectivement, sur l'utilisation de la recherche et développement par l'entreprise dans une situation concurrentielle internationale et en quoi cela changeait les règles, en d'autres mots, du commerce international et de la vision des échanges internationaux. Donc, j'avais fait ça. Et puis, par la suite, toute la question de recherche, développement et innovation m'avait toujours préoccupé. L'investissement en capital humain aussi. J'avais travaillé avec François Vaillancourt sur le rendement capital. Donc, quand je suis revenu au Cyrano, j'avais dit à ce moment-là au directeur de l'époque, qui était Patry, je dis, moi, je suis prêt à revenir, mais je dis, je veux juste travailler sur la question des universités, je veux juste travailler sur des choses que j'ai vécu pendant 7 ans, mais sur lequel j'ai travaillé comme jeune prof, et je voudrais qu'on me laisse un peu de latitude sur ça. Je vous demande rien, là, je vous demande juste de me laisser un petit peu de latitude sur ça. Et là, j'ai réalisé à quel point, dans le fond, en regardant ce qui s'était fait au Cyrano, en éducation, capital humain, rendement du capital humain, choix des filières disciplinaires, décision de poursuite des études, accessibilité aux études à divers niveaux, les divers facteurs explicatifs de la réussite académique encore aux divers niveaux. Je me dis, Cyrano, en fait, du début jusqu'à la fin, et ça continue encore, a fait une production remarquable sur toutes ces grandes questions de capital humain, d'éducation, même d'organisation universitaire. Et l'un des personnages clés dans cela, ben, ça a été Claude Montmarquette, dans le fond. Claude, sur une période de 25 ans, il a signé ou co-signé la moitié des papiers qui sont sortis dans ce domaine-là. Et c'était pas seulement une utilisation de données, c'était aussi l'utilisation des méthodes les plus sophistiquées pour les traiter. C'était aussi l'avènement de l'économie expérimentale dans les décisions des individus d'aller aux études, de choisir certaines disciplines, de se financer d'une façon ou d'une autre. Alors, Claude a été déterminant. Donc, le pilier des études en ressources humaines, en capital humain, en investissement en éducation, c'est Claude, tout au long. Non seulement Claude a produit beaucoup, d'ailleurs, il est co-directeur de ce dernier bouquin, mais il a aussi formé beaucoup de gens qui sont maintenant souvent des chercheurs Cyrano et qui ont leur propre équipe et qui continuent à produire des choses extraordinaires. Donc,
le volet capital humain et le volet éducation et le volet rendement de l'investissement en capital humain, beaucoup de gens au Cyrano ont travaillé sur cela. J'y ai fait une contribution, mais je pense que là, le pilier, la contribution majeure, le lien systématique pendant 25 ans, c'est Claude Monbarquette qui l'a fait. Il incitait les gens, d'ailleurs, à embarquer avec lui. Les jeunes chercheurs ont embarqué avec lui. Donc, c'est dans cette approche-là que je me suis inséré en revenant, en travaillant sur le financement universitaire, les frais de scolarité, en travaillant sur les universités elles-mêmes, leur qualité. Avec Louis, on a sorti effectivement un livre en 2015, Les grandes universités de recherche, qui a été publié et par les presses de l'Université de Montréal et en anglais par McGill Queen's University Press. Et ça, évidemment, pour avoir été 7 ans recteur, je vivais ça pendant 7 ans tous les jours. L'organisation universitaire, la concurrence interuniversitaire, nationale et internationale, comme disait Marcel, je la vivais tous les jours. On les voyait, les rankings, on les regardait, on voyait comment on réagissait. Donc, je voulais peut-être qu'on conclue un peu là-dessus, puis on parle un peu de l'influence du Cyrano de manière générale, évidemment à travers nos études, puis les consultations qui sont faites. Mais dans quelle mesure ton expérience au Cyrano a affecté, a influencé ce que tu as fait comme recteur, et aussi, de manière générale, changer un petit peu, ou du moins au Québec, la recherche en sciences sociales? Écoute, commençons par le deuxième volet, je pense que c'est plus important que le premier. France Saint-Hilaire le disait tantôt, on est unique, le Cyrano, au Canada. Et quand Marcel et moi avons créé le Cyrano, et ça commençait à avec quelques petits jeunes. Avec quelques petits jeunes alentour. Non, un est ici, il a vieilli mal, mais il est... Oui, c'est ça. Quand ils ont mis la photo, c'était ma photo. Quel âge as-tu, toi? J'ai commencé à baisser. Tu as commencé? Oui, j'ai commencé à baisser. Mais il faut réaliser que quand on a inauguré le Cyrano, il y a 25 ans, j'avais 54 ans, donc déjà, j'avais une année de perte cognitive. Oui, c'est ça. Alors, je m'excuserai hein, si j'ai des blancs de mémoire de temps à autre. Là, tu sais, ça fait 25 ans que ça diminue. Alors, Marcel, ça fait 21 ans, et Claude, ça fait 22 ans. Moi, ça fait 5 ans. Non, mais quand cela est parti, évidemment, je pense que ça a changé passablement l'écologie de la recherche en sciences humaines et sociales au Québec. Et ça a eu un certain écho au Canada. À cette époque-là, Marc Renaud était président du CRSH, donc l'organisme subventionnaire fédéral. Lui, il aurait voulu créer des Cyrano partout. Il aurait voulu subventionner des Cyrano partout. Il ne parlait que de Cyrano partout. Et même au Québec, les organismes subventionnaires se disaient « Ouais, mais là, c'est une bonne idée, cette affaire-là. » Et regardez toutes les fusions de centres qui se sont produites par la suite. On forçait les centres universitaires, départementaux, facultaires à dire « Écoutez, là, regroupez-vous, ça n'a pas de sens que les forces soient aussi divisées. » Et je pense que bon, il n'y a pas que le Cyrano qui a fait ça, mais je pense qu'on a eu une grosse influence sur cela. Sur la question de la liaison et du transfert, évidemment, ça n'existait pas dans notre domaine. Je ne veux pas dire que la liaison et le transfert n'existaient pas du tout. Il y avait des économistes, des universités qui travaillaient, consultaient auprès des gouvernements ou des entreprises. Mais systématiquement organisé dans un centre de recherche, ça n'existait pas. Ça n'existait qu'en sciences naturelles, en génie et en technologie. Et pourquoi? Parce que les gens disaient, non, écoute, les innovations, là, c'est pas là que ça se fait, là, ça se fait en génie, ça se fait en sciences, ça se fait en biosciences. Et comme disait Marcel, les innovations sociales, organisationnelles, personne ne savait d'abord, on en parlait, puis personne ne pensait qu'un groupe de chercheurs travaillant en sciences humaines et sociales de façon multidisciplinaire, des universitaires en plus,
pouvait à un moment donné avoir une influence sur l'organisation, autant au niveau des entreprises qu'au niveau de la société, ainsi de suite. Alors évidemment, il fallait d'abord y croire, nous, puis après ça, aller le vendre. Et Marcel se souvient bien parce que quand tu faisais le tour des partenaires, c'était potentiel, c'était pas évident. Il voyait arriver deux profs d'université. Si vous pensez que vous pouvez faire pour nous, nous on disait, on pense qu'on peut vraiment. Ils nous disaient, oui, mais écoute, on a accès aux meilleurs consultants du monde. Alors pensez-vous que vous autres, un petit groupe d'universitaires, il fallait donc que quelques audacieux partenaires privés et publics embarquent pour que le reste suive par la suite. Mais je pense que ça a changé beaucoup. En ce qui me concerne, moi personnellement, évidemment, mon passage à Chirano a été relativement important, dans le fond, parce que, je veux dire, la fonction de recteur est interne, mais est aussi externe. Alors, une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le secteur privé, une meilleure compréhension aussi de ce qui se passe dans le secteur gouvernemental avec lequel on avait beaucoup plus de contacts. Je veux dire, pour un recteur d'université, c'est un gros plus, dans le fond, parce que on réalise que c'est une fonction où, à 60%, vous négociez avec des partenaires externes. Vous négociez avec les gouvernements, vous négociez avec le secteur privé, vous faites des campagnes de levée de fonds, vous incitez le gouvernement à changer ses formules de financement, à vous en donner davantage parce que vous avez une université tout à fait exceptionnelle et particulière, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que les habiletés que j'avais pu développer à travers le Cyrano m'ont beaucoup aidé par la suite. Et ça a permis peut-être collectivement de se rendre compte aussi de la place et le rôle des universités, qui a beaucoup augmenté, je pense, à Montréal. On regarde un peu ce qui arrive dans l'écosystème aujourd'hui. Je peux vous dire aussi que Michel Patry, qui a été PDG du Cyrano et vice-président du Cyrano, quand il est devenu directeur d'HEC Montréal, a mis en place une direction de la recherche et du transfert. Donc, il y a des... donc, je pense que ça a inspiré des changements au sein des universités, des centres de financement de la recherche qui exigent de plus en plus ce genre de choses-là. Ouais. C'est tout le temps qu'on a. Il y a Marcel Boyer qui veut lever la main, poser une question. C'est important quand même ce que je dis. Comme toujours. Je pense que sans l'expérience du Cyrano, à la direction de Cyrano, Robert n'aurait pas été un aussi bon recteur qu'il l'a été pour l'Université de Montréal et tout le Québec, premièrement. Et deuxièmement, le Cyrano n'aurait pas existé sans le leadership de Robert. Donc, il a distribué un peu des fleurs, mais voilà. Alors, vous voyez, les trois fondateurs, Claude, Marcel et moi, on s'était entendus pour se encenser mutuellement.